terrine et ses cornichons extra fins du Karnataka, cuisses de grenouille des rizières de Bogor, omelette aux truffes du Yunnan, gratin de pommes de terre sauvages du Mexique, entremets à la tapenade d'escargot, plateau de fromage du monde. Oui, ça peut paraître un peu surprenant comme ça, mais finalement, pourquoi se voiler la face? Nous sommes dans une cuisine mondialisée, une cuisine qui évolue, se nourrit des influences extérieures, s'adapte à nos modes de vie, aux transformations de notre société, à l'évolution des goûts. Mais la mondialisation est-elle une chance ou une menace pour nos produits et nos traditions culinaires? Il fut une époque, pas si lointaine, où nous consommions les produits de notre terroir. Les fruits de saison, récoltés dans la région, mûris sur l'arbre. Les légumes, sortis tout droit du potager de nos grands-parents ou achetés aux paysans sur le marché du village. C'était du temps où la volaille était nourrie au grain et s'ébattait en plein air. Le bétail connaissait encore la cour des fermes et les verts pâturages. Le label bio, la communauté des locavores, ces adeptes du manger local ou le slow food n'étaient pas nés. C'était la période de gloire des fêtes de famille le dimanche, avec des tables bien garnies et des repas bien arrosés. On se retrouvait aussi entre amis dans des petits restaurants ou dans une ambiance conviviale et bon enfant, on dégustait des cuisses de grenouille, une omelette aux truffes ou des escargots de Bourgogne. À l'époque, les garnements étaient nourris à la vache qui rit et aux bonbons créma. Les petits cornichons au vinaigre agrémentaient le pâté de campagne ou les rillettes du Mans. Le week-end, on faisait volontiers une pétanque. On passait la journée au bord de l'eau pour une partie de pêche. Ou on partait en forêt ramasser les champignons. Mais attention à ne pas nous laisser aveugler par cette image d'Épinal un peu facile qui fait vibrer la fibre nostalgique de temps révolus, d'un passé idéalisé où la vie était simple et les valeurs authentiques. On prenait le temps, il faisait bon vivre, on consommait une nourriture simple, saine et bien de chez nous. Les halles occupaient encore le centre des grandes villes, mais plus pour longtemps, leur destruction préfigurant le passage à une autre époque. On ne peut pas trop vivre sur le mythe du « c'était beaucoup mieux autrefois, tout était parfait ». Il est vrai qu'on va vers une forme de standardisation des produits en diminuant l'offre variétale ou la diversité de l'offre. Et il est vrai que les nouvelles variétés qui sont mises au point et qui sont destinées à produire des produits tentants, calibrés, etc., ne sont pas toujours les meilleures variétés. Il y a une tendance à idéaliser ce qu'on appelle les nourritures du passé, en se disant on mangeait mieux avant. Moi, il me semble quand même, ce qu'il faudrait rappeler, c'est que dans les années 50, la France mangeait pas à sa faim au sortir de la guerre, et que ce modèle alimentaire, agroalimentaire, qui est aujourd'hui si critiqué, pour des dérapages incontestables, c'est certain, en même temps, il a permis à la population française, et notamment aux catégories modestes, de pouvoir manger à sa faim. Certes, quelques décennies plus tard, le décor a radicalement changé.
Les mutations économiques, le progrès technologique, l'explosion des échanges et de la communication, l'évolution des goûts ont bouleversé notre mode de vie et nos habitudes de consommation. Nous ne mangerons plus les mêmes choses et nous ne mangeons plus de la même façon. La mondialisation est passée par là. Si on pouvait stigmatiser la mondialisation par un mot, pour moi c'est ketchup. C'est une génération d'houmous sucré. Les Français, dans leur grande majorité, voient la mondialisation comme un monstre incontrôlable qui menacerait notre identité et nos particularités. Nous pensions pourtant pouvoir y faire face dans un domaine au moins, la cuisine. Nous pensions que la cuisine française et ses produits seraient le fer de lance de notre exception. Nous pensions que les produits, bien de chez nous, le resteraient. Et pourtant, que deviennent les cuisses de grenouille, la truffe du Périgord, les cornichons extra fins, les escargots de Bourgogne, ou même la vache qui rit dans le grand tourbillon de la mondialisation. Des produits ancrés dans nos traditions et notre patrimoine, qui vivent une époque mouvementée, cernée par des ennemis au nom inquiétant. Multinationales, rentabilité, standardisation, OGM, pays émergents et même réchauffement climatique. Mais d'abord, mondialisation, ça veut dire quoi au juste? Bonne question. Ça, je suis bien embêtée de répondre là. Alors là, la mondialisation, j'ai pas de définition véritablement, mais je veux dire, on est juste tout petit sur cette énorme planète. Village global, une sorte de mix, c'est une effervescence. Le fait que pratiquement maintenant tous les produits circulent sur à peu près tous les continents. Chacun identifie un certain nombre de transformations. Et disons le grand public, les journalistes, les médias regroupent tout ça et on appelle ça la mondialisation. Voilà donc un mot derrière lequel se cachent bien des réalités et des interprétations. Et derrière ça, ce qui est en jeu, c'est de fait l'émergence croissante de firmes transnationales qui ne sont pas seulement des firmes qui font de la multilocalisation pour produire dans différents pays, ou qui vont chercher des matières premières, ou qui vont chercher à vendre tel produit. Ça a été aussi des firmes qui de plus en plus ont considéré le monde entier comme un champ dans lequel elles pouvaient organiser leur production en prenant sur chaque territoire ce qui était le plus à même d'importer. Bon, mondialisation, concrètement, ça signifie que nous croquons des cornichons qui ont parcouru 7000 km, qu'on importe de la truffe chinoise jusqu'au cœur du Périgord, que des cuisses de grenouilles consommées en France peuvent déclencher un problème écologique en Indonésie, que l'escargot se déguste sous forme de pâte à tartiner et que la vache qui rit a conquis le monde. Mais au fait, pourquoi la mondialisation nous fait-elle peur? La mondialisation effraie pour plusieurs raisons. La première, c'est que même si c'est un phénomène ancien, il s'est accéléré ces dernières décennies. Il s'est accéléré sous l'effet des modes de transport. Les produits voyagent beaucoup mieux. Sous l'effet des modes de conservation des aliments. Donc on a beaucoup plus de produits étrangers qui arrivent sur nos tables. Et puis sous l'effet aussi du développement des voyages et du tourisme. Donc tous ces facteurs, plus la baisse du coût des aliments, ça explique que le phénomène se soit un peu emballé et qu'on ait l'impression que voilà, le phénomène nous échappe. Si on parle autant de la mondialisation, c'est parce que c'est un problème de volume, un problème de lobbying, un problème d'agroalimentaire, un problème d'énormes machines, d'énormes industriels. Et ça fait peur. C'est le côté grosse machine. Au niveau de l'individu, ce qui est extrêmement intéressant dans notre rapport à ce qui vient de l'étranger, c'est qu'ingérer un produit étranger, ça ne va pas de soi. Il ne s'agit pas seulement de manipuler, ce n'est pas un bijou ethnique, mais il s'agit vraiment de l'ingérer et de le faire pénétrer au plus profond de soi, ce qui menace l'identité du mangeur. En France, quand on parle de mondialisation en cuisine,
c'est toujours un peu péjoratif. C'est toujours la France doit rester pure et sans tache, et ça me paraît ridicule, c'est d'un conservatisme pas possible. Un folklore qui n'évolue pas, il meurt. Mais la mondialisation n'aurait-elle pas aussi du bon? L'idée que l'alimentation aurait été authentique et qu'elle serait aujourd'hui perturbée par la mondialisation est une idée d'une grande naïveté. La Gaule, il y avait le cochon, la châtaigne et la truffe. C'est pas mal, hein? C'était à peu près tout de vrais produits, sinon il y avait un peu de tout, des conneries. Et tous les autres produits, que ça soit l'abricot, les fruits, tout, l'artichaut, tous les asperges, viennent d'ailleurs. La cuisine est toujours quelque chose qui a évolué, et qui a évolué avec la mondialisation, justement avec la découverte du monde, et sur un mode qui est un mode d'échange. Bien sûr, on peut théoriser et débattre à l'infini sur le sujet, mais si vous le permettez, pour éclairer la réflexion, rien de mieux que quelques exemples concrets pour montrer que la mondialisation n'est pas qu'un concept abstrait autour duquel on débat. Elle déclenche parfois à l'échelle planétaire des chaînes de cause à effet dont nous n'avons bien souvent pas conscience et conduit à des situations absurdes, rocambolesques ou tout simplement inattendues. Ce petit cornichon, qu'il vous arrive aussi sans doute de croquer, je suis sûr que vous n'imaginez pas son histoire. Pendant plus de 40 ans, le département de l'Yonne était une terre de prédilection pour les cornichons. Production et conditionnement y vivaient en harmonie. L'usine d'Amoramaille était au milieu des champs et les cornichons étaient dans le bocal en un tour de main. Mais rentabilité et rationalisation mirent bientôt fin à ce petit manège local. Vous avez avec la mondialisation un certain nombre de produits qui sont des produits qui se prêtent à d'éventuelles délocalisations en allant chercher des producteurs qui peuvent produire les mêmes produits à moins cher ailleurs. Dans un monde idéal, si on pouvait récolter des cornichons toute l'année en France et plusieurs fois par jour pour avoir la taille idéale, ça serait, oui, pourquoi pas. Maintenant, c'est vrai qu'on est obligé, parce qu'on a besoin, nous, d'à peu près 14 000 tonnes de cornichons par an, ce qui représente quand même des quantités très importantes. On a besoin de cette quantité-là et donc, pour le moment, l'approvisionnement vient d'Inde et vraiment, il est de qualité. Kandraj est le directeur d'exploitation d'une petite société qui approvisionne quelques grandes marques françaises et européennes en cornichons. C'est principalement dans les États du Karnataka et de l'Andhra Pradesh, dans le sud de l'Inde, que se récolte le cornichon. Kandraj se rend régulièrement dans les exploitations pour superviser le travail des paysans avec lesquels il travaille. Bonjour, vous êtes un peu en retard aujourd'hui. Quand il a commencé à être cultivé dans les plaines himalayennes il y a près de 3000 ans, le concombre ne se doutait pas qu'il deviendrait à l'aube du XXIe siècle l'un des produits phares d'exportation de l'agriculture indienne. Car le cornichon est en effet un bébé concombre. Aujourd'hui, en moins de 15 ans, avec 200 000 tonnes de petits cucurbitacées cultivés chaque année, l'Inde est devenue le deuxième producteur mondial de cornichons après la Chine. Cueillez bien la bonne taille, pas des trop petits non plus. La contrainte majeure du cornichon est qu'il doit se ramasser à la main. Or ici, un ramasseur de cornichons gagne environ 1,50 € par jour. Il y a en fait 3 raisons essentielles qui expliquent le boom du cornichon en Inde. La culture du cornichon nécessite beaucoup de main-d'œuvre. Et en Europe aujourd'hui, vous n'en trouvez plus pour les récolter. Et à plus forte raison, les petits extra fins. C'est un des avantages de l'Inde. Vous avez une main-d'œuvre plus abondante.
Le deuxième aspect, c'est la rentabilité. C'est bien meilleur marché de cultiver le cornichon en Inde qu'en Europe. Enfin, le troisième argument, c'est le climat qui permet en Inde de réaliser 2 à 3 récoltes par an. Et vous pouvez ainsi approvisionner les usines en Europe tout au long de l'année. Si l'intérêt est évident pour les industries agroalimentaires de délocaliser la culture en Inde, quel est l'avantage pour un paysan indien de cultiver le cornichon plutôt que la tomate ou l'oignon? Pour un paysan, la culture du cornichon a de nombreux avantages. D'abord, c'est une culture à cycle court, 90 jours. Le paysan réalise donc un profit sur une courte durée. Le second point est que cette culture s'effectue sous la forme d'un contrat de culture. Troisièmement, le prix est fixé et assuré à l'avance. Contrairement par exemple à la tomate sur un marché local dont le cours peut varier de façon très importante. Quatrièmement, nous formons les paysans et leur apportons une assistance technique. Enfin, nous leur fournissons les semences, les fertilisants et les pesticides dont ils ont besoin. C'est comme une aide financière. Ils n'ont donc pas trop d'investissement à faire. ಗುಡ್ ಚೆನ್ನಾಗಿದೆ ಇದು ಕ್ವಾಲಿಟಿ ನೋಡಿ ಈ ಥರ ಇರಬೇಕು ಯಾವುದನ್ನು ಒಂದು CN ಅದೇ ಪರವಾಗಿಲ್ಲ ಏನಿಲ್ಲ ನಡೆಯುತ್ತೆ ಯಾವುದು CN ಇರಬಾರ್ದು. À l'origine, quand la culture du cornichon a été introduite en Inde, on lui a donné un nom de plante médicinale. Comme c'était un produit considéré comme précieux, les paysans avaient peur que les ramasseurs ou les gens qui erraient dans les campagnes ne se mettent à manger du cornichon. Alors, pour les effrayer, les paysans ont dit que c'était un produit à usage médicinal. Ainsi, les gens ont évité d'en manger. Le business du cornichon a permis à certains paysans de faire fortune. Le quotidien indien Tribune India signalait ainsi dès avril 2001 que 12 fermiers du Karnataka étaient devenus millionnaires. C'est sur l'exportation du cornichon que se sont construits en moins de 15 ans certains empires industriels et commerciaux. En fait, c'est Amora qui a initié l'approvisionnement des cornichons depuis l'Inde. Nous avons démarré en 1993, quand c'était nouveau d'importer les cornichons d'Inde. Et au cours des 18 dernières années, nous avons développé avec succès une industrie énorme. Aujourd'hui, Global Green représente à peu près un quart de la production de cornichons en Inde. Global Green a développé des méthodes de management et de gestion dignes des modèles étudiés dans les grandes écoles de commerce, avec des collaborateurs recrutés chez PepsiCo ou Unilever. Chandramouli est le directeur d'exploitation de Global Green et supervise tout l'approvisionnement de l'entreprise sur le terrain. En Inde, nous travaillons avec près de 15 000 fermiers dans plus de 1000 villages. Et nous signons un accord avec chacun d'eux sous la forme d'un petit livret comme celui-là, qui regroupe des conseils et les techniques à suivre pour cultiver le cornichon avec succès. Entre la collecte dans les champs et le conditionnement en bocaux, il se passera 24 heures maximum. C'est dans cette usine ultramoderne, où les hommes disparaissent derrière les machines, que les cornichons seront mis en bocaux à une cadence infernale de 18 000 bocaux à l'heure. Sauf accident ou problème technique, la chaîne de production fonctionne jour et nuit. Ici, on pratique les 3-8 par équipe de 100. Et un ouvrier est payé environ 2 € pour 8 heures. En considérant que le coût horaire d'un ouvrier est de 25 centimes d'euros et que son rendement est de 180 bocaux à l'heure, le coût homme pour produire un bocal est donc de 0,14 centimes d'euros. Par ailleurs, le prix garanti payé aux paysans est en moyenne de 40 centimes d'euros par kilo de cornichons. Un bocal moyen contenant 360 grammes de cornichons, le coût de la matière première est de 14 centimes d'euros par bocal. Le coût cumulé de la matière première et de la main-d'œuvre de mise en bocaux s'établit donc à 14,14 centimes d'euros par bocal, soit 5% du prix de vente d'un bocal en France, vendu 2,90 € environ.
Notre part de marché en France est d'environ 50% et nous fournissons la plupart des grandes enseignes de distribution, comme c'est le cas dans de nombreux autres pays. Le modèle d'intégration verticale de Global Green, du champ au linéaire de magasin, est parfaitement adapté à la mondialisation. À partir d'une même plante, nous pouvons vendre les cornichons les plus petits en France, ceux de taille plus importante en Allemagne et les plus gros aux États-Unis. La France est encore un marché important pour le cornichon, mais uniquement pour ce qui est de la consommation. Elle ne peut plus être compétitive sur la culture. Si dans un monde globalisé, la France ne peut plus lutter dans l'univers impitoyable du cornichon, l'Inde ne risque-t-elle pas, à son tour, d'être rattrapée un jour par la mondialisation ? Vous savez, nous sommes dans un monde globalisé. Le cornichon était cultivé en France il y a quelques années. Et puis la France l'a perdu, puis le Maroc, puis le Sri Lanka. En Europe de l'Est, la production s'effondre. Donc on ne peut pas savoir. L'Inde pourrait à son tour être en danger, à moins que nous n'améliorions la productivité de façon très conséquente. Il y a un risque ici aussi. L'un des défis majeurs de Global Green pour maintenir sa croissance sera le changement climatique. Sur les 5 dernières années, nous avons eu 4 mauvaises saisons. Le deuxième challenge est qu'avec une croissance du PIB de 9% en moyenne ces dernières années, il y a d'importants mouvements de population des campagnes vers les villes, ce qui pose des problèmes de coûts et de disponibilité de main-d'œuvre dans les campagnes. Outre les changements socio-économiques, un autre paramètre pèsera sur l'avenir du cornichon en Inde. C'est l'importance croissante accordée à la notion de kilomètre alimentaire. C'est la distance parcourue par un aliment entre le lieu de production et le lieu de consommation. Cette notion permet de prendre en compte le coût énergétique d'un aliment. Alors pour combien de temps encore les cornichons parcourront-ils plus de 7000 km pour arriver dans nos assiettes ? Dans un monde qui serait plus respectueux de l'environnement, il est probable qu'une taxation des transports de manière à limiter les consommations d'énergie aurait pour effet de relocaliser une grande partie des productions alimentaires. En attendant qu'il y ait une taxe carbone sur les cornichons, ça fait donc plusieurs années que vous savourez des cornichons indiens sans le savoir. Car à de rares exceptions près, aucune réglementation n'oblige à mentionner la provenance des produits transformés en France. Je pense qu'avant 2015, tous les produits industriels devront identifier la provenance du produit de base. Ça me paraît quasiment sûr. L'Europe va s'y attaquer, parce que l'Europe, c'est important, c'est aussi son rôle. Bien sûr, mondialisation signifie ouverture. Concurrence d'autres pays, elle provoque aussi parfois des enchaînements de situations imprévisibles. La mondialisation dans nos assiettes, c'est un peu l'effet papillon appliqué à la cuisine planétaire. Vous savez, cette théorie qui pourrait se résumer par la formule « petite cause, grands effets ». Aussi bizarre que ça puisse vous paraître, cette théorie s'applique assez bien aux péripéties des cuisses de grenouilles dans le grand bain de la mondialisation. Ayant contribué à la réputation des Français, elles nous valent outre-Manche le surnom de Froggies. Les cuisses de grenouille sont une véritable tradition gastronomique en France, qui remonte au XVIe siècle et dont le cardinal duc de Richelieu, semble-t-il, raffolait. C'est à l'origine une spécialité de la région des Dombes, dans l'Ain, où les nombreux étangs favorisaient la prolifération des grenouilles. Le restaurant des Dombes doit avoir les cuisses de grenouille. Pourquoi ? Parce que les gens viennent dans la Dombe pour la grenouille. Les gens qui viennent chez nous nous reparlent des grenouilles qu'ils mangeaient du temps quand ils venaient avec les grands-parents, avec leurs parents. Donc ces enfants sont éduqués à la cuisse de grenouille. Aujourd'hui, la gastronomie, c'est ça. Si on n'éduque pas les enfants à apprécier les bonnes choses, plus tard, ils n'en auront pas envie.
Pendant plusieurs siècles, les grenouilles consommées étaient prélevées sur les stocks naturels. Mais ceux-ci ont fortement diminué au cours de ces 60 dernières années du fait de l'augmentation des captures ou de la diminution des habitats favorables. Aujourd'hui, le problème de la grenouille, c'est qu'on a détruit son habitat dû à une culture intensive du maïs qui demandait beaucoup d'eau. Et donc aujourd'hui, nous sommes obligés d'aller s'approvisionner ailleurs. Depuis 1976, les prélèvements commerciaux dans la nature sont interdits en France. Les grenouilles sont désormais une espèce protégée. Comment dès lors satisfaire l'appétit des gastronomes mangeurs de grenouilles sur notre territoire ? On crut un temps que la solution viendrait de la grenouille rieuse, une espèce venue d'Europe de l'Est, au tour de cuisse plus avantageux que nos petites grenouilles nationales. Stockées dans des points d'eau proches des restaurants, elles étaient destinées à régaler les gourmets sans faire de vagues. Pourtant, certains individus de ces colonies, fuyant le destin funeste qui les attendait, se sont lancés à l'assaut des grands espaces pour finalement coloniser les écosystèmes locaux. Or, la grenouille rieuse, outre son rire tonitruant qui lui a donné son nom, a d'autres caractéristiques qui en font une menace pour les espèces autochtones. Elle vit plus longtemps, croît plus rapidement, elle est beaucoup plus grosse, a donc moins de prédateurs. Enfin, si elle s'accouple à une grenouille locale, sa descendance sur plusieurs générations sera rieuse. Depuis les années 70, 5000 tonnes de grenouilles rieuses ont donc été introduites chaque année en France pour la restauration. On retrouve les descendantes des rescapés dans de nombreux espaces humides sur notre territoire. À tel point que les scientifiques s'en sont mêlés. Car notre gourmandise devait-elle être satisfaite au détriment de l'équilibre de notre écosystème ? Les recherches que j'ai menées étaient dans le cadre d'un programme du ministère de l'Environnement qui était de détecter justement les effets génétiques et les effets écologiques sur les populations de grenouilles vertes locales. Comme tout problème d'invasion biologique, il y a effectivement un risque de disparition des espèces locales parce que cette espèce est adaptable à des conditions écologiques très larges et également elle est très fertile. Donc ce spécimen de grenouille rieuse est très très grosse comparée à la grenouille verte qui était chez nous en France avant l'arrivée de ces grenouilles rieuses. Donc vous voyez qu'elle est quasiment 2 à 3 fois plus grosse. Alors, après avoir échappé à une extinction lente par la poêle et par la destruction de leur habitat, nos grenouilles nationales risquaient de succomber aux assauts de la grenouille rieuse. Paradoxalement, la solution à ce problème écologico-gastronomique aurait pu venir de la mondialisation. En effet, les importations de grenouilles rieuses d'Europe de l'Est ont considérablement baissé ces dernières années au profit de leurs congénères d'Indonésie. Très bons marchés, qui ont la cuisse tout aussi charnue et qui ont le grand avantage d'arriver justement à l'état de cuisse congelée, donc inoffensive. À Sumatra et à Java, de nombreux marchés témoignent du boom de la cuisse de grenouille en Indonésie depuis bientôt 20 ans. Les Indonésiens, musulmans dans leur grande majorité, répugnent à consommer les cuisses de ce batracien sauteur considéré comme un animal ambigu. Ni tout à fait terrestre, ni tout à fait aquatique, entre deux mondes, donc peu noble. La grenouille n'est pas frappée d'un interdit strict, mais la question fait débat dans la communauté. Il est vrai que c'est un produit bon marché et pour l'instant abondant. Mais la cuisse de grenouille est avant tout un marché d'exportation qui génère une activité économique locale et contribue à faire entrer des devises. Pourtant, ces captures importantes dans la nature depuis plus de 2 décennies pour répondre à la demande internationale ne risquent-elles pas de poser là aussi un problème écologique ?
L'impact de ces prélèvements sur l'écologie locale était le thème de l'étude conduite il y a quelques années par le professeur Mirza Kousrini à l'université de Bogor. Au cours de ses recherches, elle a rencontré de nombreux chasseurs de grenouilles. Wanto est l'un d'eux. Elle continue de recueillir auprès de lui de précieuses informations sur les espèces capturées. Comment vous l'avez capturée? Waouh, elle est grosse! Celle-là est plutôt destinée à l'exportation et la plus petite, là, est pour le marché local. Je peux capturer 200 grenouilles par jour, ce qui fait un total sur le mois de 6 000. Oui, c'est ça. 6 000 grenouilles par mois. Comme de nombreux Indonésiens dans les campagnes, Wanto vit du commerce de la grenouille et dirige une petite équipe de chasseurs. Je fais du commerce de grenouilles depuis 1989. Avant, j'ai essayé toutes sortes de commerces et d'activités différentes, mais ça ne m'a jamais permis de vivre aussi bien que maintenant. C'est de loin la capture et la vente de grenouilles qui me permet d'avoir le meilleur revenu, grâce à Dieu. Les chasseurs de mon équipe se consacrent uniquement à la chasse à la grenouille. Ce sont des professionnels, ce ne sont pas des paysans. Ils ne cultivent pas la terre. Je vends les grenouilles en fonction de leur taille. Les plus grosses sont à 2,50 € par kilo, les moyennes 1,80 € par kilo, et les plus petites, je les vends par lot à 1,40 €. Pour les habitants des campagnes, comme ils n'ont pas d'autre travail, capturer les grenouilles sauvages dans les rizières, c'est facile et ça leur rapporte de l'argent. C'est pour cette raison que c'est une activité importante. Je pense que ce serait une bonne idée que les autorités sensibilisent les paysans aux avantages d'avoir des grenouilles dans leurs rizières. C'est important de préserver les grenouilles, car elles permettent de se débarrasser des insectes et des parasites. Carmo est convaincu de l'utilité des grenouilles et fait partie des rares paysans qui pratiquent une agriculture biologique par conviction. Je n'utilise jamais de pesticides dans mes champs, par respect pour la nature. Dans mon champ, il y a beaucoup d'insectes, mais ce sont les grenouilles qui les mangent. Mais dans certaines régions d'Indonésie, du fait de captures trop massives, les populations de grenouilles sont en décroissance et ne remplissent donc plus leur rôle d'insecticide naturel. La conséquence directe est la prolifération des insectes et des parasites dans les rizières. Les paysans ont donc recours à l'utilisation croissante de pesticides. Le destin des grenouilles indonésiennes est bien noir. Celles qui auront échappé aux captures risquent fort d'être contaminées chimiquement. Dans mes recherches actuelles, j'essaye de mesurer si les grenouilles que nous capturons dans les rizières ont des traces de pesticides dans le corps, et c'est vrai que nous en avons trouvé. Dans certains cas, les taux sont faibles, mais dans d'autres, ils sont au-dessus du seuil acceptable. Mais la santé des grenouilles ne pèse sans doute pas bien lourd par rapport à l'impératif de rendement sur la culture du riz, dont l'Indonésie est le 3e producteur mondial derrière la Chine et l'Inde.
Un autre problème écologique lié au commerce de la cuisse de grenouille vient se superposer au précédent. Pour stimuler le business de la grenouille, le gouvernement a favorisé l'introduction de grosses grenouilles buffles regroupées dans des fermes d'élevage. Nous avons commencé à élever les grenouilles buffles en Indonésie depuis 1982-83. Elles ont été importées de différents pays pour en développer l'élevage ici. Comparé aux grenouilles sauvages, l'élevage a plus de potentiel. Comme les cuisses des grenouilles buffles sont plus grosses que celles des grenouilles sauvages, on fait de plus en plus d'exportations de ces grenouilles d'élevage, alors que les grenouilles sauvages sont plutôt consommées localement. Ce qui nous inquiète actuellement, c'est que si certaines grenouilles buffles des fermes d'élevage s'échappent et reviennent à l'état sauvage, elles risquent de devenir des prédateurs pour les espèces locales, car elles sont très grosses et ont un comportement de prédateur. D'autre part, si elles sont porteuses de maladies, elles peuvent les transmettre aux espèces locales. Dans d'autres pays, on sait que les grenouilles buffles sont porteuses d'un champignon mycosique appelé chytride. Et nous craignons que ce champignon que nous avons détecté en Indonésie, si toutefois il n'était pas présent avant, n'ait été apporté par des grenouilles buffles. Mirza Kousrini tente sur le terrain de mesurer l'ampleur de ce phénomène et l'infection des espèces sauvages en faisant des prélèvements dès le stade de tétard. Nous avons déjà trouvé 4 espèces infectées par le champignon dans ce parc national, ce qui est surprenant car en Asie du Sud-Est, nous sommes les premiers à avoir détecté ce champignon. Avant, nous n'en avions pas révélé la présence en Asie du Sud-Est. Les grenouilles ont une place essentielle dans l'environnement, car dans la chaîne alimentaire, elles sont des prédateurs importants. Elles mangent les insectes, y compris les moustiques, qui sont souvent des porteurs de maladies graves, comme la dengue ou la malaria. Il est donc important de les préserver. Cette histoire nous montre bien comment, dans un monde ouvert, un problème peut se déplacer d'un bout à l'autre de la planète. Voilà bien des complications, me direz-vous, pour quelques cuisses de grenouilles persillées dans une assiette. On sent tout petit quand la grande machine mondiale s'emballe. Il est vrai que la mondialisation est parfois porteuse de sujets qui fâchent. OGM, ça vous dit quelque chose ? Si la cuisse de grenouille vous semblait anecdotique, la pomme de terre est un sujet qui risque de toucher un plus large public. Et si je vous disais que le salut de la frite et du gratin dauphinois pourrait passer par les OGM, ça vous fâcherait ? On croyait que la patate, vantée par notre bon Antoine-Augustin Parmentier, était une valeur refuge de la terre et de notre patrimoine alimentaire. Une pièce maîtresse de nos repas, la matière première indispensable aux incontournables frites, dont les Français se sont appropriés la paternité sous l'appellation désormais universelle de French fries. Pourtant, notre bonne vieille patate est sous la menace d'un ennemi microscopique, le mildiou. Cette moisissure, bien connue des jardiniers de tout poil, est surveillée de très près par les scientifiques. Je connais guère de pathogène qui ait aussi une telle puissance de développement et un impact aussi grave sur la culture. Ironie et prémisse de la mondialisation, le mildiou fait son apparition en Europe dans les années 1840, près de 2 siècles après l'arrivée de la pomme de terre. Je pense qu'à l'époque, probablement, qu'on a eu une amélioration des transports entre pays et que des gens ont transporté avec eux des pommes de terre. Et au lieu de pourrir dans le bateau, cette fois, elles n'ont pas pourri. On a introduit comme ça, avec les transports d'hommes et de marchandises, on a introduit le mildiou en Europe. Si la pomme de terre arrive au premier rang dans nos assiettes, c'est aussi un produit stratégique pour notre agriculture. La France est le 3e producteur européen après l'Allemagne et le Royaume-Uni.
30% de la production française est exportée. La Picardie et le Nord-Pas-de-Calais fournissent 60% de la production nationale. Alain de Kecker est un gros producteur du Nord-Pas-de-Calais. Il consacre une centaine d'hectares à la production de pommes de terre. 50% de sa récolte est livrée contractuellement à McCain, le géant canadien de la frite. Et pour Alain, le mildiou est sans conteste l'ennemi numéro 1. Le mildiou pourrait, sans protection, anéantir dans des délais très courts toute l'intégralité de la production. La seule lutte est préventive. Donc tout l'objectif est d'éviter l'entrée du mildiou dans les parcelles. En année normale, il y a entre 10 et 12 applications de produits phytosanitaires, pulvérisation. Et en année à forte pression mildiou, on peut aller jusqu'à 18 à 20 pulvérisations par hectare et sur l'année. C'est un champignon qui se propage facilement et rapidement, surtout lorsque les conditions climatiques sont propices à son développement. C'est lorsqu'il fait humide et que les températures se situent entre 15 et 20 degrés que le mildiou se sent le plus à son aise. Pour aider les agriculteurs à combattre l'ennemi, le ministère de l'Agriculture a mis au point un outil de prévision qui, en fonction des données climatiques, évalue le risque d'infection des champs par le mildiou et conseille ou non de traiter avec le produit le mieux adapté. Tout dépend donc de l'évolution du climat. Bonjour, ça va. En pleine étude de risque de mildiou? Oui, j'ai 2 parcelles qui n'ont pas été protégées et avec la pluie. Ouais. On a eu depuis 5 ou 6 ans des années à très très forte pression de maladies, quoi. Donc probablement quand même que le réchauffement climatique, s'il est accompagné aussi d'humidité plus forte, va pas nous aider en matière de lutte contre ce pathogène. Des fois, on s'arrache un peu les cheveux parce que compte tenu de cette pression, on se demande jusqu'où on va pouvoir limiter le nombre de traitements. Quand les conditions sont à l'optimum, les produits de traitement, on s'est rendu compte, étaient même à la limite capables d'enrayer le problème. On constate, notamment dans la zone nord de la France, des attaques de mildiou de plus en plus précoces. Alors, est-ce que c'est le développement de nouvelles races de mildiou ? Est-ce que c'est les premiers effets du changement climatique qui fait qu'on a un mildiou de plus en plus précoce ? Donc là, les scientifiques sont en train de chercher. Et c'est là où les biotechnologies pourraient être une solution pour compléter la boîte à outils aujourd'hui dans les mains du producteur de pommes de terre. J'ai entendu parler que BASF essayait de développer des essais de variétés OGM résistantes au mildiou. Mais à ce jour, en France, il n'y a eu aucun essai réalisé. C'est en 2007, dans une petite commune de Picardie, que le premier essai en plein champ de la pomme de terre OGM BASF devait être effectué. Le village de Sévaux s'est soudain retrouvé sous les feux de l'actualité. Devant l'ampleur médiatique que dégage l'OGM, j'ai été surpris à la fois du silence de mes habitants qui finalement ne portaient pas outre mesure d'inquiétude à cet essai, et surpris également de l'ampleur des opposants aux OGM qui sont venus en nombre, mais de loin. Le test n'a pas eu lieu. Je ne sais pas précisément pourquoi, mais notre site n'a pas été retenu par le ministère de l'Agriculture. Donc peut-être que les élections approchant, on a préféré un peu de silence. Je n'ai pas d'autres commentaires ni jugements à apporter là-dessus. On regrette vivement que la campagne d'essai n'ait pas pu commencer en 2007, puisque ça veut dire qu'on a perdu 3 ans de recherche en France, alors que les essais continuent dans le reste de l'Europe, en Suède, en Allemagne, en Hollande, en République tchèque, et en France, on est incapable de tester ces variétés par rapport aux races de mildiou françaises. Donc, on peut tous le regretter parce que ça veut dire que la recherche, elle se fait ailleurs qu'en France. L'élément que je pourrais apporter, c'est une réflexion de fond. C'est-à-dire, moi, je suis élu d'une petite commune rurale, comme il y en a plein de milliers en France,
avec des gens qui sont à la fois soucieux de leur vie au quotidien, du manger propre, de manger bien, bien sûr, et de manger à pas cher. Et donc, comme monsieur tout le monde, je m'interroge sur le devenir de notre alimentation. La recette de la pomme de terre résistante au mildiou, imaginée par les scientifiques, est simple. Prélevez des gènes d'une pomme de terre sauvage mexicaine, introduisez-les dans une variété locale, vous obtiendrez une nouvelle espèce génétiquement modifiée dotée de super pouvoirs anti-mildiou. Mais avant de développer une telle pomme de terre, la question ne serait-elle pas de savoir si les consommateurs sont prêts à en consommer et si les agriculteurs sont prêts à en cultiver? De préférence, oui, je ne mangerai pas des pommes de terre OGM si possible. Tout ce qui ne sort pas de la terre naturellement, je suis contre. Si ça résiste au mildiou, tout ce qui est hors norme, tout ce qui n'est pas naturel, ça me fait peur, c'est clair. La mondialisation a eu cet inconvénient de répandre un peu l'utilisation des OGM. Bon, en ce qui me concerne, je préférerais ne pas le savoir. Est-ce qu'il faut aller dans les OGM? Puisque bon, on voit quand même qu'aujourd'hui, au niveau du grand public, les OGM, c'est pas un truc qui tilte. Et aujourd'hui, il faut quand même bien faire un produit qui intéresse le consommateur. Le consommateur n'en veut pas, donc on ne produit pas de ces variétés-là, quoi. Mais alors pourquoi continuer à faire des recherches sur une pomme de terre dont personne ne veut? Nous, on pense qu'il n'y a pas de choix à faire entre une solution tout pesticide, une solution tout bio, une solution tout biotechnologie. Nous, on est convaincus que ces différentes techniques, elles sont complémentaires et elles doivent nous permettre demain de relever les deux grands défis qu'il faut que tout le monde ait en tête, y compris nos décideurs politiques. Ces deux grands défis, ils sont lesquels? Le premier défi, c'est le défi du changement climatique, qui aura forcément un impact sur le développement des cultures, mais aussi sur le développement du parasitisme. Et par exemple, le mildiou de la pomme de terre. Et puis le deuxième grand défi majeur, qu'il faut qu'on ait tous en tête, c'est le fait que d'ici 2050, on sera 9 milliards d'habitants sur Terre, donc 3 milliards d'habitants de plus qu'aujourd'hui. Et c'est bien sûr des gens qui doivent avoir accès à une alimentation de qualité et à un prix accessible. Qu'elle soit cultivée en France ou ailleurs en Europe, dans quelques années et après des débats animés, une nouvelle espèce de pomme de terre fera peut-être son apparition sur les étalages des primeurs, avec un peu de sang mexicain coulant dans ses veines. Après tout, la pomme de terre ne vient-elle pas à l'origine d'Amérique latine? Et oui, si vous mangez des frites aujourd'hui, c'est grâce aux aventuriers du XVIe siècle qui ont rapporté le précieux tubercule en Europe. Quelques siècles plus tard, voilà une bien belle illustration des ressorts modernes de la mondialisation. Un groupe industriel allemand qui a recours à une pomme de terre sauvage mexicaine pour sauver la patate européenne d'un parasite qui menace d'exploser sous l'effet du réchauffement climatique. La mondialisation, c'est aussi ça. Des combinaisons improbables, inattendues, le mélange des cultures. Pourtant, certains produits sont tellement ancrés dans un terroir qu'on a du mal à les imaginer ailleurs. C'est superbe. Tiens, celle-là, elle est pas mal aussi. Allez. En premier lieu, je pense que la truffe a toujours été consommée, surtout partant de disette. Les gens à la terre devaient ramasser la truffe déjà pour, au lieu de manger les racines, manger des truffes très certainement. Mais la grande époque de la truffe, eh ben, c'est la grande époque de la grande cuisine française, c'est le 18e. On pourrait scinder la cuisine de la truffe en peut-être deux parties. Une partie, je dirais, cuisine locale. Alors c'est l'omelette, c'est le chapon bien entendu pour Noël ou la dinde que l'on va truffer, le foie gras, les terrines, les pâtés. Et ça c'était l'utilité, vous voyez, traditionnelle dans les fermes où l'on trouvait la truffe. Et ensuite la seconde partie, c'est la truffe dans la grande gastronomie. Et la truffe dans la grande gastronomie, eh ben, elle est dans son grand essor actuellement.
pas sympa ça. Aussi. Voilà comment la truffe prend tout son élan. Regarde la belle gastronomie. Bon, eh ben. Pour moi, c'est un mets de grande cuisine. Parce qu'elle permet justement de partir de la terre, vraiment, et de l'amener vraiment au firmament. Dans le Quercy et le Périgord, la recherche des truffes, qu'on appelle cavage, est une véritable chasse au trésor. Chacun sa méthode pour chercher le précieux champignon. Ah, mais c'est le vrai. Mais l'autre jour, il toussait. Bon, il était comme moi, il toussait un petit peu. Il est comme moi, il est un peu handicapé. Moi, je vis un peu de... J'avais mal aux jambes, là. Ah, au genou, bon, ça va maintenant. Ah, voilà. Cherche. Allez, cherche. Doucement. Allez, cherche. Tu la vois. Doucement, doucement, oui. C'est bien. La voilà. Oui, 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 oui. C'est bien, tu vois. Tu vois qu'elle y était. Un chien sur 3 trufferés et 9 cochons sur 10 des fois. Les plus têtus, après, c'est les meilleurs des fois, les cochons. Parce que, ou peut-être l'an prochain, que c'est. Allez, allez. Ah oui, là, il y en a une, oui. Je croyais qu'elle serait grosse, sinon. Enfin, celle-là, on va voir, celle-là. Ouh. C'est la jolie. Il y en a pas beaucoup comme ça, hein. Et voilà. Il y a quelques cailloux. Hop, attention. Voilà. Il la mangerait. Oui, si je ne donne pas à manger, comme disait M. Pégourier, mais il mangerait des truffes. Il ne faut pas le laisser à jeun parce qu'il mangerait des truffes. Ici, la truffe est une passion, ancrée dans la tradition, transmise de génération en génération. Mais la genèse du précieux champignon est complexe et longue, issue d'un subtil processus naturel de symbiose entre un champignon et la racine de certains arbres. Le phénomène inquiétant que constatent tous les caveurs est que la truffe se fait rare. La production française de truffes s'est effondrée. Elle est passée de plus de 1000 tonnes au début du XXe siècle à 250 tonnes dans les années 50 pour tomber à moins de 30 tonnes actuellement. On constate que la production a baissé, et pratiquement, on peut le dire, depuis la guerre de 14. Donc tout de suite, ça donne une des premières raisons du déclin, qui est la perte du savoir à cause des pertes humaines pendant la guerre de 14, et de même pendant la guerre de 39-45, mais également le changement de toute la vie dans le monde rural français, avec l'exode vers les villes, le passage à la culture intensive après la dernière guerre mondiale, donc un abandon des espaces naturels où on récoltait la truffe à la fin du 19e et au début du 20e. Une autre explication qu'on avance et qui paraît plausible est l'influence des changements climatiques qui seraient répercutés sur la biologie de la truffe à partir des années 50-60 et plus particulièrement depuis les années 90. Pour ne plus dépendre des caprices de Mère Nature et des aléas du climat, les scientifiques s'en sont mêlés et ont fait de la truffe un objet d'étude en laboratoire. L'objectif est de comprendre précisément le cycle de développement du champignon. Je crois bien que l'épisode de froid que nous avons eu il y a un mois ou deux a stimulé la présence du champignon sur les racines. On voit bien les petites massues caractéristiques de la présence de la truffe. Face à la raréfaction de la truffe sur les marchés, un programme de relance de la trufficulture a été lancé vers les années 1970. Il s'est appuyé sur une invention, celle d'un procédé qui permettait en quelque sorte d'ensemencer la truffe sur les racines des arbres et de planter ces arbres dans de véritables vergers. Le cycle de la truffe a cette particularité, c'est d'être extrêmement long. Il s'inscrit dans la durée, sur les décennies. Un jeune arbre planté ne commencera à donner ses premières truffes que vers 5, 6 ans, 8 ans. Et nous ne commencerons à voir véritablement des résultats exploitables des opérations de sauvegarde de la trufficulture qu'au bout de 10 ou 15 ans. Malgré la plantation annuelle en France de quelques 300 000 arbres truffiers, les quantités de truffes du Périgord récoltées et proposées sur les marchés continuent de diminuer.
Le véritable baromètre, l'une des bourses françaises du marché de la truffe, est le marché de l'Albinque, au cœur de l'une des régions historiques de production. C'est là que se retrouvent tous les mardis après-midi de novembre à mars les principaux acteurs du marché de la truffe. Caveurs, grossistes et restaurateurs pour commercer mais aussi pour discuter et échanger de l'information. Et dis-moi, c'est pas possible qu'il ait vendu encore. C'est pas l'heure. C'était gelé, Les scientifiques sont aussi au rendez-vous et n'en perdent pas une miette. Le rituel est bien réglé. Acheteurs et vendeurs se placent de chaque côté d'une corde tendue entre eux. Des premiers échanges commencent à s'établir de chaque côté, même si officiellement le marché n'est pas ouvert. À 14h30 précise, la corde tombe et les deux camps entrent en contact. Allez. Alors, combien vous les vendez? 500. Combien? Oh non. Comment elles sont dessous? Elles sont petites. Combien il y en a de poids? À 500 € le kilo en moyenne, c'est une marchandise des plus précieuses qui s'échange ici. Tout cela se passe dans la bonne humeur, mais sous surveillance. En une demi-heure, les affaires sont faites et les transactions se terminent à la pesée. 795. 800 grammes en soufflant un peu dessus, ça fera 800. C'est bon, je crois qu'on y est là. Ce petit monde de la truffe a ses codes, ses tabous et ses scandales. Il en est un qui reste dans toutes les mémoires, c'est la tentative d'escroquerie à la truffe chinoise constatée sur le marché en 2007. À la stupéfaction générale, un vendeur avait tenté de faire passer un lot de truffes chinoises pour de la truffe du Périgord. De plus en plus d'entrepreneurs chinois comme M. Feng s'intéressent de près à la truffe. Ils ont bien compris qu'elle pouvait être une source importante de business, même si la truffe chinoise se négocie en moyenne à un prix 10 fois inférieur à la truffe noire du Périgord. En Chine, sur les marchés aux champignons, la truffe était totalement ignorée il y a encore 10 ans, mais elle est désormais très prisée. Le marché de Kunming est la Mecque du champignon en Chine. C'est là que M. Feng vient régulièrement prendre des contacts avec des fournisseurs potentiels et examiner la qualité des produits. M. Feng ne fait pas dans le chapon ou la terrine truffée, mais il a développé à partir de la truffe une gamme de produits plutôt originale, assortie d'un marketing savamment étudié. Voici les différents produits que nous commercialisons. Premièrement, les gélules aux extraits de truffes qui favorisent l'équilibre intérieur du corps. Deuxièmement, un alcool de truffe dont la consommation régulière permet d'améliorer le sommeil. Enfin, la truffe congelée que nous fournissons spécialement aux hôtels de luxe. Beaucoup de nos produits sont exportés au Japon et en Malaisie notamment. Actuellement, nous travaillons à développer le marché européen. On a découvert la truffe en Chine au début des années 90. À partir de 2000, de plus en plus de Chinois ont commencé à en consommer, car la truffe est non seulement comestible, mais bonne pour la santé. L'engouement pour la truffe à l'étranger a influencé les Chinois qui se passionnent de plus en plus pour ce champignon. Soupe de truffe noire. À force d'en faire le commerce à l'export, les Chinois ont eu envie de goûter à la truffe. Mais initialement, l'argument pour en promouvoir la consommation en Chine a d'abord été diététique, voire médicinal, plutôt que gastronomique. Puis la truffe a fait progressivement son apparition dans les livres de recettes. Duo de bœuf et foie de canard mijotés à la truffe.
C'est ainsi que la truffe est devenue aussi en Chine un produit de luxe consommé par la haute société et qui a fait son apparition au menu des dîners mondains. Le vin de truffe de Monsieur Feng y coule à flot car ces manifestations sont une occasion unique pour lui de faire la promotion de ses produits. En passant de la terre à l'assiette, la truffe met en parallèle deux mondes qui ne se rencontreront jamais. Comme la demande de truffes augmente fortement, dans les collines du Yunnan, très riches en champignons de toutes sortes, les paysans se sont lancés à l'assaut de ce précieux cadeau de la nature. Il représente pour eux un complément de revenus non négligeable. Ici, pas de chiens ou de cochons comme auxiliaires, car la truffe est si abondante dans certaines forêts qu'il n'y a qu'à se baisser pour en ramasser. La quête de la truffe est un travail d'équipe. À l'aide d'outils divers et variés, les paysans fouillent et retournent le sol des sous-bois. S'il y a quelques années, les cochons chinois pouvaient encore espérer, entre deux siestes, croquer de la truffe, car elle n'intéressait personne, ils ont dû changer de régime. La truffe est devenue trop précieuse et ne figure plus à leur menu. La Chine exporte plus de 600 tonnes de truffes chaque année et se classe de loin au premier rang mondial. Mais à force d'une exploitation intensive des ressources, on peut craindre que la manne ne se tarisse. Alors, en Chine aussi, la science s'est emparée du destin de la truffe pour donner un petit coup de pouce à la nature. Nous concentrons nos études sur les ressources naturelles de la truffe en Chine, mais nous avons aussi initié un important programme de recherche soutenu par le gouvernement pour augmenter la production de truffes. Cela consiste à ensemencer la truffe artificiellement sur la racine des arbres. J'aimerais importer des truffes françaises ou européennes pour améliorer la qualité des truffes chinoises. Il y a des différences entre la truffe chinoise et la truffe française au niveau du goût et surtout de l'odeur. Nous travaillons actuellement sur la sélection des différentes variétés de truffes chinoises et notre projet à terme est de croiser certaines truffes chinoises avec des truffes françaises ou européennes pour créer une nouvelle variété plus parfumée. Bon, mais avant que les Chinois ne plantent de la truffe du Périgord dans le Yunnan ou ne créent de nouvelles espèces, que penser de cette truffe chinoise dont la France importe environ 30 tonnes par an? La truffe de Chine est une autre espèce qui a un pouvoir d'envahissement qui est fort et qui pourrait à terme se traduire par le remplacement de la truffe de Périgord par cette truffe de Chine si cette espèce était introduite dans nos plantations. C'est pour cela que nous avions demandé auprès des ministères la possibilité d'interdire, au moins temporairement, l'introduction de truffes de Chine en Europe. Interdiction que nous n'avons pas obtenue jusqu'à ce jour. Si on se sert, et là j'emploie le terme produit, que j'emploie très rarement, un produit noir, non parfumé, naturellement je dirais, non parfumé et non savoureux, je pense qu'on n'est plus dans le même registre. Il faut la vendre pour ce qu'elle est, comme dit l'autre, mais il paraît qu'elle n'est pas bonne. Moi je n'ai pas goûté. Si elle fait peut-être une fois. Bon, pour la vendre pour ce qu'elle est, c'est chinois alors. Pourtant, au cœur du Quercy, une petite conserverie artisanale fondée en 1906 s'est adaptée à la mondialisation de la truffe. Elle traite désormais presque autant de truffes chinoises que de truffes du Périgord. Nous avons commencé à importer de la truffe chinoise dans les années 97-98 pour en fait se servir de ce produit comme diversification à notre produit phare qui était la truffe Melanosporum. Nous avons en même temps fait aussi de la truffe d'été. On a voulu devenir en fait des spécialistes de la truffe en général en proposant toutes les variétés. La raison principale du succès de la truffe chinoise, c'est son prix et l'accession pour des personnes qui ne pourraient pas acheter ce produit, d'acquérir une part de rêve en achetant la truffe de Chine à un moindre prix, même si les qualités au niveau du parfum, de la texture et de la saveur sont moins importantes que celles de la truffe dite du Périgord.
Toutes les maisons françaises font maintenant pratiquement de la truffe de Chine. Elles sont très rares, à quelques très rares exceptions qui n'en font pas. Mais par contre, peu de personnes osent l'afficher parce que c'est assez mal vu. Or, je pense qu'il faut avoir une honnêteté et savoir dire les différentes qualités de truffe que l'on fait, que l'on produit, et être capable de le vendre pour ce que c'est exactement. Nous exportons de la truffe du Périgord en Chine, notamment sur Hong Kong. Nous expédions aussi de la truffe de Chine vers Hong Kong, dans des restaurants un peu particuliers, dans des grands hôtels, où il y a une consommation à l'occidental. La truffe chinoise que nous importons est destinée à 99% à la réexportation. La fraude principale qui existe au niveau de la truffe chinoise, en fait, c'est un non-avertissement pour le consommateur final, en fait, qu'il consomme de la truffe chinoise. On le laisse dans le flou, c'est-à-dire que le fabricant ou le restaurateur oublie de marquer que ces plats sont réalisés avec de la truffe chinoise, et en fait, voilà comment se réalisent les fraudes. Il y a eu tellement de magouilles là-dessus, ils mettaient dans une boîte, il y avait 4 truffes françaises et une chinoise. Oh, il y a eu... On ne me parle pas de ça, c'est scandaleux. Vu les enjeux financiers, et comme rien ne ressemble plus à une truffe qu'une autre truffe, la crainte était grande de voir la fraude se développer. Progressant à visage masqué, avec un peu d'arôme pour rehausser son parfum, la truffe chinoise risquait de se fondre habilement au milieu de la précieuse truffe du Périgord. Pour couper court à toute tentative de fraude, des chercheurs de l'INRA et du CNRS ont développé il y a quelques années des méthodes de détection dignes de la police scientifique. Rien ne vaut en effet un bon test ADN pour démasquer l'intrus. Réalisable en 48 heures, il peut s'appliquer à tous les types de produits à base de truffes, crus ou cuits. Alors voilà, lorsque nous avons affaire à une truffe de Chine, nous avons une bande d'ADN à cette hauteur. Et lorsqu'il s'agit d'une truffe du Périgord, nous avons une bande ADN à cette hauteur. À quoi en sommes-nous réduits? Faire des tests ADN sur des truffes. Certes, l'arrivée de la truffe chinoise peut nous poser quelques problèmes. Mais voyons le côté positif des choses. L'engouement des Chinois pour la truffe est aussi le signe que notre cuisine et ses produits gardent tout leur pouvoir de référence. Mais attention à ne pas nous endormir sur nos lauriers. Même les produits les plus emblématiques de notre gastronomie doivent évoluer et s'adapter à d'autres cultures et d'autres façons de consommer. Apparus voilà 600 millions d'années, ils sont les seuls mollusques à avoir conquis la terre ferme avant de se retrouver dans les gosiers des hommes préhistoriques. Très apprécié dans l'Antiquité, l'escargot est devenu par la suite un plat emblématique de la gastronomie française. Mais aujourd'hui, notre gastéropode national n'a de Bourgogne que le nom, car l'espèce la plus consommée, l'hélix, est presque entièrement importée. D'Europe centrale, de Turquie, de Grèce ou de Chine. Sur les 40 000 tonnes d'escargots que consomment les Français chaque année, seuls 20% sont le fruit d'une production nationale. Une tendance que certains irréductibles du gastéropode Made in France tentent d'inverser. C'est le cas d'Alain Marty qui, après avoir été ingénieur dans l'aéronautique, opère un changement de vie radical et s'installe dans l'Orne en 2002 pour y créer un élevage d'escargots. En quelques années, il s'est fait une solide réputation auprès des bons restaurants de la région à qui il livre sa précieuse marchandise. Bonjour, chef. Bonjour. Vous allez bien? Bien et vous? Votre petite commande? Oui, merci. Voilà. Voilà. Bonjour aussi beau, j'espère. Ouais, comme d'habitude. Toujours bien servi. Voilà. Merci. Les escargots. Bon.
Ils ont du succès, hein. Vous savez que j'en ai reparlé la semaine dernière. On retrouve aussi Alain sur les marchés où il fait découvrir ses produits. Alors la croquille, c'est quoi? C'est une petite pâte gaufrée où on place un escargot entier, en fin de compte, avec le beurre et la bourguignonne, et on mange tout. Bonjour mesdames. Vous regardez, allez-y, on prend 0 kg quand on regarde. Alors, Ouais, c'est vrai. formidable. C'est vrai. Faut dire qu'ils sont élevés sur notre territoire, ceux-là. Hein. D'accord. Merci. Je vous en prie. Comme ils sont très bons. Formé à Chambéry, dans l'une des 3 écoles françaises spécialisées dans l'héliciculture, Alain Marty règne sur une population de plus de 300 000 Helix aspersa maxima, plus connue sous le nom gourmand de gros gris. Mais le combat pour la préservation de l'escargot élevé en France est loin d'être gagné. On a du mal à résister à ce flux qu'il y a, en fin de compte, de l'escargot étranger, puisqu'ils ont bien compris qu'on avait un coût de main-d'œuvre qui était tellement élevé, un coût de production tellement élevé, qu'à ce niveau-là, on est vulnérable. Face à, disons, à l'arrivage de ces escargots étrangers, on a un critère, c'est la traçabilité, la régularité dans le goût. Parce que ça, c'est important. On a un escargot où on peut certifier sa provenance. Et ça, c'est vraiment important au jour d'aujourd'hui, au jour de l'étiquetage, on va dire. Ça, c'est drôlement important. Alain Marty a bien compris que le salut de l'escargot français dans un environnement mondialisé passait par l'innovation et par la création de produits à valeur ajoutée. C'est ainsi qu'il a développé un véritable petit laboratoire où il mijote avec sa femme quelques préparations dont il a le secret. Quand on crée une nouvelle recette, en fin de compte, on sait qu'elle a une durée de vie. La durée de vie d'une recette, c'est, on va dire, c'est la première année, elle est expérimentale. La deuxième année, on a déjà pas mal inondé le marché, si on peut appeler ça un marché. Et la troisième année, elle est déjà sur le déclin. Donc il faut déjà penser à l'autre recette qui va venir la remplacer. Les gens ont besoin d'innovation, ils ont besoin de nouveautés. Et moi, ça me colle bien, ça, j'aime bien. On arrive avec des recettes où l'escargot, il peut être mangé dans différentes circonstances. Là, j'ai un escargot, par exemple, pour l'apéritif. Ça, c'est quelque chose qu'on n'aurait jamais pensé il y a 50 ans. L'escargot, il était dans l'assiette avec la coquille et le pic. Mais là, maintenant, on arrive à le tartiner, on arrive à le prendre à l'apéritif, on arrive à le prendre à d'autres circonstances. Je trouve que l'escargot a fait un grand pas, si on peut dire ça. L'important pour Alain est d'avoir toujours une longueur d'avance dans l'innovation sur les concurrents étrangers. Notre moyen de lutter, c'est la cuisine élaborée, en fin de compte. C'est pour ça qu'on travaille avec des chefs et on essaye, on sait le faire en France, on a une gastronomie pour ça, et on essaye de le monter en valeur en y ajoutant des petits ingrédients, de la cuisine, en fin de compte, qu'on sait bien faire en France, quoi. Quelque part, là, ils ont du mal à lutter. Eux, quand ils en sont à l'escargot beurré, nous, on est déjà à l'escargot au camembert. La grande performance d'Alain est d'avoir même réussi à intéresser un Anglais à ses expériences culinaires sur l'escargot. Le pari était loin d'être gagné, tant l'escargot provoque habituellement du dégoût chez nos voisins d'outre-Manche. Andy Wheatstone est cuisinier et professeur de cuisine. Il est devenu l'ambassadeur de la cuisine à l'escargot auprès de ses compatriotes. Il vient régulièrement découvrir ou redécouvrir les nouveautés mijotées par Alain. Regarde Andy, un nouveau produit, une petite pâte à tartiner à base d'escargot. C'est quelque chose qui pourrait plaire à tes clients. C'est un escargot haché, en fin de compte, qui est prêt à être toasté. Alors, pour l'apéritif, ça passe très bien, c'est moins ragoûtant. Ils auront peut-être moins de difficultés à découvrir l'escargot. Ah oui, c'est bien ça. C'est bien. Ah, peut-être l'Anglaise aime ça, non? Je pense, oui, parce que moins ragoûtant. D'accord, d'accord. Ah, c'est bien. Ah, ça, c'est quoi, là? Ah, ça, c'est l'escargot sauce camembert, made in France, là. L'escargot, le camembert. Alors ça, c'est la base pour préparer une petite entrée, en fin de compte. Là, c'est made in France, cocorico. Hein. Ah, c'est très bon, c'est très bon. Dans l'esprit des Anglais, l'escargot est quelque chose d'absolument répugnant.
D'abord parce que ce n'est pas dans notre tradition d'en manger, en tout cas pour la grande majorité des Anglais. Et si toutefois vous trouvez des escargots à acheter dans un magasin, la plupart du temps, ils sont durs et ont la consistance du caoutchouc. Donc dans l'ensemble, les Anglais ont un a priori très négatif sur les escargots. Ils trouvent à la fois qu'ils ont un aspect dégoûtant et un goût horrible. Il faudrait qu'ils viennent ici en Normandie pour découvrir vraiment ce que sont les escargots, pour les manger frais. Et je suis sûr que comme les clients que j'amène ici, leur opinion changerait et qu'ils deviendraient de véritables adorateurs de l'escargot. Comment un Anglais comme moi a pu s'intéresser aux escargots? Eh bien, tout a commencé quand j'étais jeune. On m'a initié à la cuisine française traditionnelle, et comme vous le savez, les Français sont célèbres pour les cuisses de grenouille et les escargots. Mais ce n'est qu'en venant ici, après ma carrière d'enseignement de la cuisine en Angleterre, que j'ai réalisé quels fantastiques petits bouts de viande sont les escargots. Voilà comment ma passion est née. Et oui, vous voyez, un Anglais qui aime les escargots, c'est possible. Les escargots de Bourgogne, c'est un peu comme le fromage bien goûteux. C'est quand même très typique et pas facile à exporter. Hors de nos frontières, peu d'amateurs, sauf pour quelques aventuriers en quête de sensations et d'exotisme culinaire. À moins que la solution ne soit justement, comme on vient de le voir, dans la création de nouveaux produits, de nouveaux concepts. Innovation, voilà le maître mot. Si pour l'escargot, la pâte à tartiner, c'est nouveau, pour le fromage, la recette remonte à 1921. Pour un fromage dont la majeure partie de la matière première provient des pièces d'emmental et de comté qui ont un petit défaut d'affinage, l'épopée mondiale de la vache qui rit tient d'une véritable success story. Mais au fait, peut-on vraiment considérer que la vache qui rit est un fromage? La vache qui rit est un fromage parce que le fromage, c'est un concentré de lait. D'accord ? Pour garder le lait, on va évacuer le plus possible l'eau et on va garder le meilleur. Et la vache qui rit, on garde le meilleur du fromage. Donc on va fondre différents fromages pour pouvoir les conserver. Ça, c'est l'histoire. L'histoire des montagnes du Jura, etc. C'est d'abord de garder les meules de comté sous une forme qui permet à la fois la consommation, mais surtout la conservation de ce fromage-là. Et puis, dans les pays où la vache qui rit s'est installée, c'est aussi ça qu'elle a apporté. C'est là où on ne pouvait pas consommer de lait facilement, on consomme du fromage qui se conserve. Donc la vache qui rit, c'est le fromage du fromage. Il est vrai qu'il était osé, au pays du fromage, de se lancer dans la fabrication d'une pâte fromagère industrielle et de l'assumer. Dès 1921, il y a à la fois l'industriel et le marketing qui travaillent ensemble, mais dans un seul et même homme, Léon Bel, pour créer la vache qui rit. L'industriel, je reviens au Jura, on est dans un pays de mécaniciens, de spécialistes, d'artisans qui travaillent le bois, mais qui travaillent aussi l'horlogerie. Donc c'est quelqu'un qui va travailler sur des machines. Et puis à côté de ça, un pays d'agriculture, de tradition fromagère, les Montbéliardes, les grosses vaches qui font du lait, le comté, les caves, etc. Et Léon Bel prend toute cette culture-là pour créer un produit auquel il va en plus rajouter une marque, un dessin original, en fait tout ce qui fait déjà la publicité, etc., tout ce qui fait déjà le marketing. Il y a la vache qui rit, une vraie crème, elle s'étale comme du beurre. Les gosses en mangent matin et soir, et ils profitent. Et pour le pique-nique, c'est épatant.
Les fromages Belle, marque Vache qui rit, c'est l'assurance. L'assurance fromage. La vache qui rit. La vache qui rit peut se targuer d'avoir accompagné de nombreuses générations d'enfants. Ça me rappelle l'enfance, c'est la nostalgie de l'enfance. J'ai mangé beaucoup de vache qui rit étant enfant. Étant plus jeune, j'aimais beaucoup la vache qui rit. Ça a bercé un petit peu notre enfance. La vache qui rit actuelle a beaucoup moins de saveur que n'en avait celle que j'ai mangée il y a peut-être 30 ou 40 ans. « 100% des Français ont mangé, mangent ou mangeront de la vache qui rit. » Qu'on le veuille ou non, la vache Hilard fait partie de notre patrimoine. C'est un peu pour cette raison qu'elle a désormais une maison qui lui est dédiée où viennent se recueillir certains nostalgiques. La vache qui rit est un exemple d'exception française à l'envers. Comment ces petits triangles de crème fromagère industrielle, plutôt réservés aux enfants qui n'ont pas leur place sur un plateau de fromage, pouvaient-ils s'attendre à une telle épopée mondiale ? Mais ce qui aurait pu se révéler être une faiblesse au pays du fromage est devenu un atout sur le marché mondial, où les amateurs de sensations fromagères fortes sont rares et où les normes d'hygiène et de conservation favorisent plutôt la vache qui rit que le Münster ou les poisses. Il y a quelque chose de positif dans la mondialisation, c'est l'hygiène, la sécurité et la garantie que l'on offre aux consommateurs. Ça, c'est quelque chose qui a permis à l'ensemble des marchés alimentaires de progresser vers le haut. Et donc, cette progression vers des choses mieux contrôlées, dont on peut être sûr, ça a aidé la vache qui rit, parce que la vache qui rit est un peu le symbole de ça. C'est bien sûr un fromage qui est assez invariant, d'accord ? Alors on peut lui reprocher quand on a une autre culture, comme certains Français l'ont, qui aiment bien voir le fromage se répandre et dégouliner, mais c'est aussi un gros avantage, parce qu'on sait ce que l'on achète, et on sait qu'on peut le manger n'importe quel moment. Boostée par la mondialisation, la vache Hilard a donc conquis le monde. Jugez plutôt, 10 millions de portions consommées chaque jour dans 90 pays, soit 115 par seconde, l'équivalent de la hauteur de 500 tours Eiffel et en un an le tour de la Terre. C'est au pays de l'oncle Sam que notre star nationale a connu il y a quelques années un développement significatif, aidé dans sa conquête du Nouveau Monde par un des petits ressorts dont la mondialisation a le secret. En 2003, un cardiologue américain, le Dr Arthur Agatson, publie The South Beach Diet, un livre de régime dans lequel il recommande de consommer régulièrement une portion de vache qui rit. Le livre, devenu un best-seller et un ouvrage de diététique de référence pour les Américains, fait littéralement exploser les ventes de vache qui rit aux USA. Ça a toujours été un bon produit d'appel, mais quand le livre est sorti, les ventes ont réellement explosé. Pendant quelques temps, nous avons eu du mal à nous approvisionner pour satisfaire la demande. C'était incroyable le nombre de personnes qui en demandaient. Pour suivre la demande, les capacités de l'unité de production américaine sont passées de 2200 tonnes à l'époque à plus de 10 000 tonnes actuellement. Mais aux USA, la vache qui rit s'est adaptée au goût local avec des versions aromatisées. Et surtout, elle est devenue light. Elle fait désormais partie du paysage, à tel point que les Américains se la sont totalement appropriée. Rares sont ceux qui associent la vache qui rit à un fromage d'origine française.
Je pensais que c'était américain. Je n'aurais pas su dire d'où ça venait, j'aurais dit américain. Ça fait longtemps que ça existe. Je me souviens quand j'étais petite fille, on m'en donnait. Ça me paraît être un fromage plus industriel que ce que j'attendrais d'un fromage français. Mais c'est meilleur qu'un fromage industriel américain. Le succès mondial de la vache qui rit s'explique en partie par le fait qu'elle a su s'adapter aux particularismes locaux et se fondre dans les traditions alimentaires nationales. Rémi Manera est l'homme qui concocte la recette de la vache qui rit pour l'ensemble des marchés mondiaux. C'est lui qui veille à faire évoluer cette recette pour que chaque pays puisse trouver la vache qui rit à son goût. La mondialisation n'est pas une source d'uniformisation pour nos recettes. On va adapter les produits en fonction des usages et des goûts des consommateurs dans nos différentes zones de commercialisation. La première différenciation se fait sur les niveaux de matière grasse des produits. Par exemple, aux États-Unis, on va trouver des produits plutôt allégés. La deuxième, ça sera plutôt sur le goût. En Europe, on connaît le goût des Emmental, le goût du comté, donc on utilisera ces matières premières dans nos formulations. Aux États-Unis, on utilisera du cheddar. Et la troisième, c'est plutôt sur la texture. On va adapter les textures des produits en fonction de l'usage. En Europe du Nord, on tartine, donc on fera des produits un peu plus souples, un peu plus mous. Dans d'autres pays, on croque, donc les fromages seront un peu plus fermes. Alors vous voyez, même pour la vache qui rit, mondialisation n'est pas synonyme d'uniformisation. Ces quelques exemples nous éclairent sur les formes que prend la mondialisation et les conséquences qu'elle peut avoir. Ils montrent à quel point la France et ses produits sont désormais au menu d'une carte mondiale et dans un monde ouvert. Mais au final, est-ce bénéfique à notre culture alimentaire? Bref, la France digère-t-elle la mondialisation? La France est capable de digérer la mondialisation. Elle a les moyens intellectuels, techniques, culturels. Et c'est un bon défi. C'est un bon défi pour la France, pour moi. La France digère la mondialisation. Ça me semble indéniable et elle le digère d'autant mieux que ça fait des siècles qu'il passe son temps à s'inspirer de ce qui vient de l'étranger. Mais on y va prudemment, on touche au domaine alimentaire, ça ne va pas de soi d'ingérer quelque chose qu'on connaît mal. Donc on y va prudemment, mais on y arrive, me semble-t-il, assez bien. La France a un rapport avec la mondialisation qui est un rapport un peu schizophrénique, on pourrait dire. C'est-à-dire que, par certains côtés, la France est un peu paranoïaque face à la mondialisation. Elle l'aperçoit comme une menace, comme quelque chose qui va lui voler son intégrité, ses traditions, son terroir. Dans le même temps, c'est l'autre versant de cette schizophrénie. La France reste un pays aussi où les gens ont une grande aspiration à la diversité, à l'étonnement, à la découverte de nouvelles cuisines. Est-ce que le digère, ça veut dire est-ce que elle accepte la mondialisation, mais elle a été la première des nations au monde à se servir de la mondialisation, puisque la colle, on n'avait aucun produit, on n'avait rien. Donc la mondialisation et la France, il n'y a aucun problème. De plus, la mondialisation n'est pas un phénomène linéaire ni irréversible. Les conditions qui, à une époque, ont favorisé l'explosion des échanges, les délocalisations et le règne absolu de l'économique ne sont plus les mêmes aujourd'hui. Le risque d'énergie chère, la nécessité de protéger l'environnement et l'envie de manger sain favoriseront sans doute le retour des terroirs et de l'économie locale. Alors, prenons-nous à rêver d'un monde idéal où truffes du Périgord et truffes chinoises, escargots de Bourgogne et de Grèce, cornichons français et indiens auront chacun leur place et dans lequel la gastronomie française sera inscrite au patrimoine immatériel de l'UNESCO.
Thank you.